Je tiens quand même à vous remercier d'être présent. Donc effectivement, ça veut dire que vous êtes concerné par l'anesthésie. Effectivement, dans une vie, en moyenne, on a 2 à 3 anesthésies pour un acte chirurgical ou pour un examen qu'on doit faire sous sédation. Donc effectivement, on va être confronté, et ce d'autant plus que, effectivement, grâce au progrès de la médecine, on va vivre de plus en plus vieux. On vit déjà de plus vieux qu'il y a quelques années. Et donc, effectivement, le fait qu'on ait reculé la moyenne d'âge de décès de la population fait qu'on augmente, et on sait que c'est vers la fin de la vie, malheureusement, qu'on a besoin souvent d'actes chirurgicaux ou d'examens et qu'on va être pris en charge par un médecin anesthésiste réanimateur. Alors la question, effectivement, avant de répondre à la question « est-ce que vous avez peur ou pas peur de l'anesthésie ?», on va vous faire travailler. Donc j'ai un petit quiz. Donc j'ai quelques photocopies, mais je vais vous montrer comment faire pour éventuellement récupérer les questions si ça vous intéresse. Première question, faut-il arrêter les médicaments avant une anesthésie? Vous pouvez avoir, bon, si vous avez de la chance que vous soyez en bonne santé, vous n'avez pas de traitement médicamenteux, mais si vous avez vous faites un peu de tension par exemple, vous pouvez avoir un traitement pour faire baisser votre tension. Donc, et vous arrivez, vous devez vous faire opérer d'un acte chirurgical, on doit vous anesthésier pour cet acte. Qu'est-ce que vous faites avec les traitements? Est-ce que vous les arrêtez, on va les arrêter la veille ou on va les continuer jusqu'au jour de l'intervention? Ah, ça c'est bien. Donc effectivement, on va vous expliquer tout ça, mais c'est plus pour avoir un petit peu votre avis. Donc, qui l'arrêterait la veille? Levez la main. Qui prendra son traitement jusqu'au jour de l'intervention? Voilà, effectivement. On a surtout pour les traitements cardiovasculaires, qui sont pour le cœur, pour les vaisseaux, pour la tension, ces traitements-là, on les prend jusqu'au matin de l'intervention, y compris si on a un traitement matin et soir, on prendra la prise médicamenteuse du matin. Bon, on vous répondra en détail avec ça. Mais est-ce que vous pouvez manger avant l'opération? Voilà. Bon, on vous expliquera un petit peu les délais, tout ça, je sais pas. Est-ce que vous pouvez boire avant l'opération? Vous êtes par exemple, comme Monsieur Lobel vous l'a dit tout à l'heure, on opère maintenant de plus en plus de patients en ambulatoire, je vais y revenir. Donc c'est-à-dire vous venez le matin et vous repartez dans l'après-midi à votre domicile. Lorsque vous êtes opéré en ambulatoire, est-ce que vous pouvez prendre un verre d'eau le matin avant de venir à la clinique ou à l'hôpital? Oh, ça va, ils ont... Oui, effectivement, on peut prendre un verre d'eau. Madame Belleuil vous expliquera tout ça tout à l'heure. La question, je suis cardiaque. Donc vous avez une pathologie cardiaque. Vous avez peut-être fait un infarctus, par exemple, il y a 3-4 années ou 5 ans. Et vous devez être opéré et donc être endormi. Est-ce que vous pensez que c'est une contre-indication? On ne pourra pas vous endormir parce que vous êtes cardiaque? Non, effectivement, comme ça a été souligné tout à l'heure par Bernard Lobel, on a fait tout un tas de progrès dans la prise en charge préopératoire, dans la surveillance du cœur pendant l'anesthésie, et effectivement, le fait d'être cardiaque, c'était une contre-indication à l'anesthésie, donc à la chirurgie, jusqu'à il y a 20-25 ans, mais effectivement, depuis, on peut s'organiser, entre guillemets, sur la prise en charge médicale pour vous endormir. Fait-on une prise de sang avant d'être opéré? Qui c'est qui pense qu'il faut faire une prise de sang? Levez la main. Qui c'est qui pense qu'on peut s'en passer? Ah. Bon, vous aurez la réponse dans l'exposé d'Hélène Belleuil. Vous allez avoir une anesthésie générale et vous vous dites, vous posez la question de savoir si vous allez entendre des bruits pendant l'opération. Bon, vous êtes déjà venu à des cours sur l'anesthésie. Vous avez été opéré, oui.
Mon anesthésiste est-il forcément un médecin? Oui. L'anesthésiste que vous allez voir à la consultation d'anesthésie, est-ce qu'il va être le médecin qui va vous endormir? Bon. Est-ce que vous pouvez venir, lorsqu'on vous avez un rendez-vous pour la consultation d'anesthésie, est-ce que vous pouvez venir avec un proche à cette consultation? Oui, souvent c'est même bien, comme ça vous êtes deux personnes à entendre ce que va vous expliquer le médecin anesthésiste. Et dernière question, on doit vous opérer en ambulatoire, donc vous venez le matin, vous repartez dans l'après-midi. Est-ce que c'est bien pour vous? Voilà. Oui. Alors, si vous voulez avoir des informations pour le public, ça c'est le site professionnel de la SFAR, de la Société Française d'Anesthésie. Donc, vous faites sfar.org, enfin www.sfar.org, et vous voyez en bas et à gauche, vous avez un espace grand public qui dit grand public. Donc, quand vous cliquez sur cet élément, vous tombez sur cette page-là, et sur cette page-là, vous avez des explications sur ce que je vous ai dit là tout à l'heure, l'anesthésie, les 10 questions que je vous ai posées tout à l'heure. Vous pouvez avoir les réponses. Vous avez également des éléments, et j'ai dû couper la page, mais vous avez tout un tas de fiches sur l'anesthésie ambulatoire, l'anesthésie générale, l'anesthésie loco-régionale. Donc, il y a une page qui est dédiée aux usagers, aux personnes qui vont avoir une intervention ou une anesthésie, ou même une personne qui veut s'informer, mais qui n'a pas forcément avoir une anesthésie. Donc, c'est intéressant. Et vous voyez, vous avez même un petit fichier. Les usagers ont posé des questions. On reçoit parfois des questions à la SFAR, et donc on répond et on met, quand c'est des réponses, des questions pertinentes, on met la question et la réponse sur le site. Donc vous pouvez regarder ce site-là, ça peut éventuellement vous aider. Donc maintenant, si on revient un peu plus dans le vif du sujet, c'est la crainte de l'anesthésie ou pas. À gauche, quand vous faites une interrogation auprès du grand public, vous voyez que l'anesthésie, une fois sur deux, ça fait peur au public, et on voit que, bon, certes, les erreurs médicales, les infections, c'est quand même largement au-dessus, heureusement, mais voilà. Mais néanmoins, vous voyez que l'anesthésie est quand même un élément qui fait peur. Et si vous interrogez des professionnels de santé, si on interroge les médecins généralistes et on leur demande, quand dans leur clientèle, ils ont un patient qui va avoir une anesthésie, effectivement, eux, ils pensent que c'est un des éléments qui fait le plus peur aux patients, le fait d'avoir une anesthésie, puisque vous voyez, ils pensent que 75% des personnes ont peur de l'anesthésie. Donc effectivement, alors c'est une enquête qui a été faite il y a une petite dizaine d'années. Néanmoins, je peux espérer que ça a évolué, mais finalement la crainte existe toujours, puisqu'on nous a demandé de faire un exposé sur l'anesthésie. Alors, il y avait eu, la SFAR, je vais vous présenter sur la diapositive après, a fait une grande enquête sur le lien entre la mortalité et l'anesthésie. Et ça avait été repris dans un article de Libération, vous voyez, avec un titre « Dormez tranquille, l'anesthésie est sûre ». Donc effectivement, ça, l'article était daté de septembre 2003, et c'est effectivement quelque chose qui est complètement vrai. Lorsque vous regardez l'évolution de la pratique de l'anesthésie et en termes de décès liés à l'anesthésie, vous voyez qu'en bleu, il y avait une première enquête qui avait été faite dans les années, fin des années 70, début des années 80, où à cette époque-là, quand on avait une anesthésie pour un acte chirurgical, il y avait un risque de décès de 1 pour 13 000 anesthésies. Je vous rappelle que sur le CHU, on fait 30 000 anesthésies par an, ce qui voudrait dire qu'on a eu 3 décès chaque année liés à l'anesthésie. Alors il y a eu, après, des consignes, en particulier réglementaires sur lesquelles je reviendrai, des consultations d'anesthésie, des surveillances en salle de réveil, et vous voyez que dans l'enquête qui a été faite, sur le même principe qui a été refaite en fin des années 90, on a actuellement un décès pour 145 000 anesthésies. Donc ce qui veut dire que si on reste à l'échelon du CHU, on va avoir un décès tous les 5 ans pour toutes les anesthésies qu'on fait. Donc vous voyez, il y a eu un progrès énorme. Alors vous allez me dire, bon, c'est sûr que malheureusement le décès, quand ça tombe sur soi, forcément là c'est compliqué, mais néanmoins, si on regarde un petit peu, on met sur une échelle de valeur
Le risque. Alors, je vous ai mis ce qui est très peu sûr, on part de la gauche vers la droite. Très peu sûr. Vous allez faire de l'alpinisme, vous montez à l'Everest, bon, le risque de décès, il est de 1 sur 100. Donc, effectivement, c'est une pratique assez... Vous faites des activités, on fait de la pêche professionnelle. Vous voyez que la pêche professionnelle, il y a un risque de décès de 1 pour 1000. Donc, c'est quand même des activités. Par contre, lorsque vous regardez la sécurité routière, l'industrie chimique, AZF à Toulouse, ça a quand même fait, à un moment donné, ça a fait des morts. Donc, on voit que là, on est entre 1 pour 10 000 et 1 pour 100 000 décès liés à la sécurité routière. Si vous regardez, on continue à monter, vous avez les vols charters et l'aviation civile. L'aviation civile, comme l'industrie nucléaire, ce sont des activités très, très surveillées, très réglementées. Il y a eu malheureusement, bon, récemment, un accident d'avion, mais il y a quand même peu d'accidents d'avion par rapport aux milliers de personnes qui voyagent en avion. Et donc, lorsqu'on regarde, on arrive à 1 pour 1 million, on est au-delà, on ne connaît pas de système au-delà de la sécurité nucléaire qui est meilleure en termes de sécurité, mais vous voyez que l'anesthésie d'un patient qui a pas ou qui a très peu de pathologie, c'est vrai que le risque, il est proche de ce qu'on va avoir avec le fait de prendre un avion ou d'habiter à côté d'une centrale nucléaire. Donc il y a quand même extrêmement peu de risques, et vous avez plus de risques de mourir d'un accident de voiture ou d'être renversé par une voiture que d'avoir une anesthésie. Donc clairement, l'anesthésie, bon, c'est pas tout à fait, c'est un peu plus risqué lorsque vous êtes cardiaque, vous avez beaucoup de pathologies, mais néanmoins, lorsqu'on va avoir une intervention, qu'on est relativement en bonne santé, le risque est proche de le risque qu'on va prendre lorsque vous allez prendre un avion pour aller de Paris à Toulouse. Alors en France, on a la dernière enquête en 2010, on sait qu'on a fait plus de 11 millions d'anesthésies. Donc c'est pour ça que je vous ai dit qu'on a 2 à 3 risques ou chances, entre guillemets, d'avoir un acte anesthésique pendant sa vie. Que le 84% des anesthésies sont plutôt pour les enfants au-delà de 18 ans, donc les adultes. Une grande partie de ces anesthésies sont souvent pour des examens, comme les endoscopies digestives, une colonoscopie, pour dépister le cancer du côlon. Donc c'est des examens assez fréquents qui sont faits, qui sont désagréables et qu'on va faire sous sédation. Je vous ai mis un autre volet, c'est la chirurgie de l'œil, la cataracte. C'est un acte très, très fréquent. On fait à peu près 100 000 anesthésies pour des actes de la cataracte en France chaque année. Les extractions dentaires, la chirurgie du canal carpien quand on a une compression des nerfs au niveau du poignet. Donc c'est des interventions également relativement fréquentes. Les enfants sont aussi, on fait un peu moins de 10% d'anesthésie pour des enfants. Alors maintenant, bon, la pédiatrie, ça a évolué, la notion de pédiatrie. C'est que pendant longtemps, on disait les enfants, c'est jusqu'à 15 ans. Maintenant, nos collègues pédiatres, la pédiatrie va jusqu'à 18 ans. Donc on peut avoir des enfants, entre guillemets, de 17 ans, 16 ans, qui font 85 kilos, mais ils sont dans la tranche pédiatrique. Et puis, vous avez également 8% d'actes d'anesthésie pour les accouchements ou les césariennes, puisqu'actuellement, en France, on a plus de 80% d'accouchements qui se font avec une anesthésie péridurale. Donc ça induit à peu près 800 000 péridurales par an pour les accouchements pour nos jeunes femmes. Donc voilà l'évolution qu'il y a eu pour l'anesthésie. C'est assez croissant puisque dans le milieu des années 90, donc en 96, 15 ans avant, il y a eu la même enquête qui avait été faite, on était à 8 millions d'anesthésies. Donc on voit que, je signale ça au passage, c'est qu'effectivement on entend dire qu'il manque des médecins anesthésistes, mais néanmoins, malgré le manque, la prise en charge des patients qui ont besoin d'une anesthésie est faite. Et donc on a quand même pu prendre en charge l'ensemble, malgré les difficultés liées aux problèmes démographiques.
mais c'est un problème politique, je vous expliquerai. Alors, pourquoi il y a eu tant de progrès? C'est qu'il y a eu une réglementation en décembre 1994, il y a 20 ans, enfin 25 ans maintenant, où il a été dit que la consultation d'anesthésie qui permet de voir et de discuter avec le patient quelles sont ses pathologies, quels sont ses traitements, de lui expliquer un certain nombre, de lui donner un certain nombre d'informations pour l'anesthésie, est devenu obligatoire. Bon, sauf si vous avez une urgence extrême, bon, bah, on va vous opérer en urgence et vous endormir en urgence, c'est pas le problème. Mais cette consultation doit avoir lieu au moins 48 heures avant. Alors, avant, il y avait une consultation déjà dans le temps. On faisait toujours une consultation, sauf qu'on vous demandait de venir la veille au soir, l'après-midi. On vous faisait la consultation d'anesthésie la veille de l'intervention chirurgicale et vous étiez endormi le lendemain. Sauf que si, par exemple, vous étiez cardiaque, on n'avait pas forcément le temps de passer un coup de téléphone ou d'envoyer un courrier à votre cardiologue pour savoir quel était l'état de la dernier examen échocardiographique de votre cœur qui a été fait, par exemple. Donc, on n'avait pas ce délai nécessaire pour essayer d'appréhender au mieux la pathologie que vous avez avant l'anesthésie. Donc maintenant, la règle, c'est de faire au moins 48 heures avant. Et l'habitude, c'est souvent, c'est fait une semaine avant l'acte anesthésique. Alors l'objectif, c'est de connaître, j'ai déjà dit, c'est connaître votre maladie, vos traitements. Donc si vous devez aller à une consultation d'anesthésie et que vous avez un traitement médical, n'oubliez pas de prendre votre ordonnance de traitement. Ça peut être toujours, c'est très utile pour nous, médecins anesthésistes. Et puis, à la consultation, on va vous poser des questions. On va chercher si vous êtes allergique pour éviter de donner certains produits anesthésiques qui vont donner aussi de réagir chez des personnes allergiques. Voilà, on va évaluer le risque hémorragique et on vous informera également du type d'anesthésie, des questions que vous pouvez vous poser sur le risque de l'anesthésie pour telle ou telle pathologie. Et puis, on commencera un petit peu le début de la prise en charge. En particulier, on vous dira qu'il y a quelques traitements quand même qu'il faut arrêter souvent 24 ou 48 heures avant. Ils sont assez rares, mais du coup, effectivement, comme une personne a dit, vous ferez ce que le médecin a dit. Donc, on vous donnera des consignes et puis on vous dira quelle pathologie, quel traitement, quel médicament à prendre le matin d'intervention et d'autres consignes dont on vous expliquera ça dans la deuxième partie de l'exposé. On vous distribuera également une information sur le risque anesthésique, sur une feuille d'information. Ça, normalement, on vous le donne lorsque vous avez vu le chirurgien, ou peut-être que ce n'est pas fait partout. On devrait vous le donner quand vous avez vu le chirurgien. C'est une note d'information que vous pouvez lire. Et quand vous venez en consultation d'anesthésie, vous pouvez, si vous avez des questions qui vous interrogent, vous pouvez les poser au médecin anesthésiste. Après, on va faire une brève visite avant l'acte chirurgical, ou en tout cas vous reposer quelques questions, puisque je vous ai dit, on fait la consultation une semaine avant, vous venez au bloc opératoire le jour J, et on va vous reposer quelques questions, juste pour être sûr qu'il n'y a pas eu... vous n'avez pas de fièvre, vous n'avez pas... je sais pas... vous ne toussez pas, voilà, différents points qui pourraient pu survenir entre le moment où vous avez eu la consultation d'anesthésie et l'acte chirurgical. Par exemple, c'est souvent vrai pour les enfants en hiver qui doivent être opérés d'ablation de végétation ou d'ablation des amygdales. Souvent, ils font des infections. Une des indications des ablations des amygdales, c'est quand on fait des infections récidivantes. Donc, l'enfant peut avoir de la fièvre parce qu'il a refait une infection, et donc c'est pas bien de l'endormir à ce moment-là. Alors les principes d'anesthésie, de manière schématique, on va vous donner 2 médicaments. Un médicament pour induire le sommeil, ce qu'on appelle, j'ai mis la narcose ou l'hypnotique. Mais quand on dort la nuit, si on nous incise la peau, on va se réveiller immédiatement. Donc, en plus du produit qui va permettre de vous faire dormir, on va donner un antidouleur pour supprimer la douleur pendant la chirurgie. Donc ces 2 médicaments-là sont indispensables à l'anesthésie. Et puis dans certains cas, pour certains actes chirurgicaux, en particulier quand on fait de la chirurgie
au niveau du ventre, de l'abdomen ou au niveau du thorax. On est obligé de relâcher les muscles pour que ça facilite le travail du chirurgien. Et donc, on donne un médicament qui s'appelle les curares, qui va entraîner un relâchement musculaire et donc qui permettra en complément le travail, l'acte chirurgical. Donc voilà, en fait, de manière très schématique, comment se passe une anesthésie. Après, il y a tout un tas de combinaisons de médicaments, etc., mais qu'on utilisera en fonction justement des notions qu'on aura vues sur votre pathologie, sur votre état de santé au moment de la consultation d'anesthésie. On peut également faire des anesthésies loco-régionales. Là, c'est quand on va endormir juste votre bras ou éventuellement juste un membre inférieur ou éventuellement les deux membres. On va faire ce qu'on appelle une rachianesthésie, par exemple. On a parlé tout à l'heure, comme monsieur Lobel est urologue. Et effectivement, quand on fait la chirurgie de la prostate, on va endormir juste en dessous de l'ombilic, et donc pour faire la chirurgie de la prostate. Ensuite, la réglementation nous impose également de faire une surveillance en salle de réveil, qu'on appelle en fait, salle de réveil, c'est ce qu'on disait pendant des années, donc les gens de ma génération, je dis encore salle de réveil, mais en fait, c'est salle de surveillance post-interventionnelle, parce que vous avez, d'une part, vous pouvez avoir une anesthésie, on a dit, pour un acte chirurgical, mais vous pouvez avoir une anesthésie pour un examen, une colonoscopie, et donc, effectivement, le terme salle de réveil post-interventionnelle pour une intervention, que ce soit chirurgicale ou endoscopique ou radiologique. Donc, voilà le terme consacré. Alors ça, c'est un point qui est important parce qu'on va regarder, d'une part, comment vous allez récupérer de l'anesthésie. On regarde la respiration, on regarde comment fonctionne le cœur, on va regarder comment est-ce que vous êtes complètement réveillé, est-ce qu'on peut parler avec vous. Donc on va surveiller la reprise de l'autonomie de ces paramètres. Et puis également, on va en profiter pour déjà commencer le traitement des antidouleurs, traiter la douleur dès l'arrivée au réveil. Également, on sait que certains médicaments, quand on fait des antidouleurs, ils peuvent entraîner des nausées, des vomissements. Donc on va également pouvoir éventuellement donner déjà un traitement antinauséeux. Donc il y a tout un tas de mesures qui sont en fait en salle de réveil, où contrairement à la chambre d'hospitalisation, il y a un ratio de personnel soignant, il y a des éléments, des appareils de surveillance qui nous permet, nous, de vraiment de vous prendre en charge au maximum de l'acte opératoire que vous avez eu, de l'anesthésie. Et puis, on a des critères de sortie de salle de réveil. Et dès que vous avez ces critères de sortie de salle de réveil, vous retournez dans l'unité d'hospitalisation. Alors, un petit mot de l'ambulatoire. L'ambulatoire, contrairement à beaucoup de pays, les champions du monde, ce sont les États-Unis, parce qu'effectivement, dès les années 90, ils ont fait beaucoup de chirurgie ambulatoire plus sous la pression financière des assurances. En France, on était plutôt en retard. Néanmoins, il s'avère que lorsqu'on fait des actes en ambulatoire, c'est dans ces actes-là qu'il y a le moins de complications, qui sont en fait, on est obligé d'augmenter la qualité de la prise en charge, parce que comme on voit moins le patient à l'hôpital, effectivement, il faut que tout soit bien borné. Alors en France, on était en 1980, on faisait 5% des actes de chirurgie en ambulatoire, 27% en 1996, et en 2013, 42%. Donc vous voyez on a rattrapé le temps perdu. Et vous savez que le ministère de la Santé, enfin vous ne savez peut-être pas, mais nous on a des consignes pour être, nous les médecins, pour être à 50% de taux de chirurgie ambulatoire en 2016. Donc la progression se fait de manière satisfaisante. Le point qui est important, c'est qu'effectivement, ça nécessite d'une part que chaque patient également se mette dans cette démarche-là. Et ça a été possible aussi parce que nos collègues chirurgiens ont modifié leurs techniques chirurgicales. Ils ont fait des techniques plus simples, qui se sont simplifiées. Ils ont eu des matériels différents, donc c'est moins douloureux en post-opératoire
Donc du coup, c'est plus facile pour rentrer à son domicile. Nous, de notre côté, nous avons fait aussi des progrès sur les médicaments anesthésiques, et donc avec des médicaments qui ont une durée plus courte, qui permettent effectivement d'avoir les idées parfaitement claires. Je ne sais pas si dans la salle, certains d'entre vous ont eu un examen du côlon, une colonoscopie. Dans le quart d'heure qui suit votre examen, on peut discuter avec vous presque comme si vous n'avez rien eu. Donc ça peut, normalement, on a vraiment des retours, des réveils d'excellente qualité. Alors pour l'ambulatoire, il y a quand même des éléments qu'on va devoir vérifier. C'est que effectivement, vous comprenez suffisamment ce qu'on vous propose, que vous êtes capable d'avoir une compréhension des prescriptions médicales, en particulier des antalgiques, la reprise de vos traitements, parce que du coup, si vous restez à l'hôpital, c'est l'infirmière qui va le faire, mais là, du coup, c'est vous qui devez le faire. Également, normalement, il est préférable d'être accompagné, d'avoir une personne la première nuit qui suit, donc c'est pas toujours facile à organiser, parce qu'en fait, compte tenu de l'évolution de la société, souvent on n'a pas forcément de la famille dans le même coin où on habite, donc il y a un peu d'organisation. Bon, parfois on peut s'en passer. Quand vous avez de la chirurgie de la main et que vous n'avez pas été endormi, vous pouvez très bien rester le soir tout seul. Également, maintenant on peut faire de l'ambulatoire même assez loin. Vous pouvez très bien habiter à Lorient, venir à Pontchaillou pour un examen ou un acte chirurgical spécifique qui est fait qu'à Pontchaillou mais qui n'est pas fait à l'hôpital de Lorient. Et vous pouvez très bien être en ambulatoire parce que vous allez retourner à Lorient. Si jamais il y a quelque chose qui ne va pas bien, vous avez envie de vomir, vous pouvez retourner du coup à l'hôpital de Lorient qui sera tout à fait à côté de chez vous. Donc on peut très bien faire de l'ambulatoire même à distance. On fait actuellement même de l'ambulatoire pour des personnes qui habitent à Brest parce que nos chirurgiens ORL font certains types de chirurgie de l'oreille. Ça ne se fait pas à Brest, ça se fait à Rennes. Si vous habitez à Rennes, vous rentrez le matin, vous sortez le soir. Si vous habitez à Brest, c'est la même chose. Donc on s'arrange pour que l'intervention soit programmée en fin de matinée pour laisser à la personne le temps de venir à l'hôpital Pontchaillou et pour repartir en fin d'après-midi. Bon, accès à un téléphone, ça c'est plus. Et dernière diapositive, tout ça, c'est pour ça que toute cette information sur l'ambulatoire ne se fera que si on a fait la consultation d'anesthésie au moins une semaine, 8 jours avant l'acte chirurgical. On vous donnera des recommandations de jeunes, ça vous allez voir dans l'exposé d'après. On vous donnera également une ordonnance d'antidouleur. Vous venez à la consultation d'anesthésie, vous allez être opéré d'une hernie inguinale. On vous donne l'ordonnance. Entre le moment où vous avez eu votre consultation d'anesthésie et le moment où vous êtes opéré, vous avez le temps d'aller acheter les antidouleurs. Parce que si on vous donne l'ordonnance le jour de l'intervention, vous allez sortir à 18h, vous venez d'être opéré, il va falloir trouver une pharmacie, donc ça va être compliqué. Donc normalement, les consignes qu'ont donné la SFAR, c'est effectivement de vous donner l'ordonnance dentalgique le jour de la consultation d'anesthésie. Et puis on vous expliquera également les protocoles anesthésiques. Et dernier point, alors c'est vrai que vous êtes parfaitement réveillé pour certains actes, un quart d'heure, une demi-heure après l'anesthésie. Mais néanmoins, il ne faut pas conduire de véhicule dans les 24 heures et ne pas accepter de signer un acte important, un acte notarié dans les 24 heures. On pourrait vous faire signer n'importe quoi. Voilà, je vous remercie de votre attention. Bonjour à tous. Donc, effectivement, moi aussi, je vous remercie d'être ici. Parce que l'anesthésie, ça vous intéresse. Au moins, vous avez des questions sur l'anesthésie. Donc, moi, je vais continuer et je vais vous parler, je vais vous montrer le parcours type de quelqu'un qui vient en ambulatoire. Et ça va me permettre d'aborder un certain nombre de questions, comme les prises de sang, comme le jeûne, qui sont des choses qui ont un peu changé assez récemment. Et si je les aborde, c'est parce qu'en consultation, souvent, on a des patients qui sont un peu surpris quand on leur dit « Ben non, on ne va pas vous faire de prise de sang » ou quand on leur parle des règles du jeûne. Alors, la chirurgie ambulatoire, donc, on vous en a déjà parlé, donc je vais peut-être aller vite là-dessus. En tout cas, ça a une définition. Là, on va parler que de chirurgie programmée,
Même si c'est vrai que maintenant, on peut faire des urgences en ambulatoire. C'est-à-dire que ici, on le fait. Par exemple, si vous venez pour une plaie de doigt simple, on va dans la journée vous opérer et vous rentrerez à la maison. Bon, là, pour le moment, je vais vous parler que du programmé. Donc, c'est de la chirurgie qui est ambulatoire, mais ça n'est pas moins de la chirurgie. Donc, ça nécessite des conditions techniques et la sécurité d'un bloc opératoire. Soit on vous fait une anesthésie générale, soit on vous fait une anesthésie locale ou loco-régionale, comme on vient de vous dire. Loco-régionale, ça veut dire qu'on endort un membre. Et puis derrière, il y a la surveillance, au même titre que la surveillance qu'on vous fait sur une chirurgie qui n'est pas ambulatoire. Donc toutes les étapes, comme M. Coffet vient de vous dire, doivent être extrêmement organisées parce que vous restez moins longtemps à l'hôpital. Donc il faut que tout soit extrêmement bordé avant que vous arriviez et que vous ayez déjà vos antalgiques avant, etc., etc. Alors, le parcours se passe comment? Ça commence toujours par, évidemment, un chirurgien, puisque si vous avez besoin d'une anesthésie, c'est que vous avez besoin d'une chirurgie. Donc d'abord, vous voyez les consultations de chirurgie, et le chirurgien va vous proposer de faire la chirurgie en ambulatoire, va vous dire, cet acte-là, cette chirurgie dont vous avez besoin, on va la faire en ambulatoire, c'est tout à fait adapté. Et puis, ensuite, vous adressez à la consultation d'anesthésie, où on va valider l'ambulatoire, c'est-à-dire on va dire cet acte-là, oui, on le fait en ambulatoire, et au vu de notre évaluation de vos antécédents, de vos pathologies, de votre examen physique, on valide l'ambulatoire. On va décider ensuite avec vous du type d'anesthésie. Alors, on ne décide pas toujours avec vous, c'est-à-dire que ça va dépendre de la chirurgie, bien évidemment. Il y a des chirurgies qu'on ne peut pas faire sous anesthésie loco-régionale. Et ça va dépendre aussi de vous et de vos pathologies. Et donc, il se peut qu'on vous dise, là, pour cette chirurgie avec votre pathologie, eh bien, je vais fortement vous inciter à choisir une anesthésie loco-régionale pour telle ou telle raison. C'est mieux pour vous, vous allez plutôt prendre ce type d'anesthésie, ou l'inverse. Mais il y a aussi des situations où on pourra vous dire, on peut vous faire une anesthésie locale ou générale. Chez vous, on peut faire les deux. On vous présentera les risques, et les avantages et les inconvénients de chacune. Et parfois, vous pouvez avoir le choix. On va anticiper votre sortie de l'hôpital, évidemment, donc en vous parlant des suites, notamment de la gestion de la douleur, de la gestion des nausées, vomissements, et du fait que le lendemain de la chirurgie ambulatoire, systématiquement, on vous appellera, vous aurez un appel où on vous posera un certain nombre de questions pour savoir comment ça s'est passé depuis votre sortie de l'hôpital. Et puis ensuite, vous verrez une infirmière qui va vous expliquer toutes les consignes, parce que ce que l'on fait habituellement à l'hôpital, vous allez le faire à la maison. Et par exemple, c'est la préparation avec la douche spécifique avec de la bétadine. Ça, une infirmière vous expliquer. Vous allez avoir un petit graphique en vous montrant comment on prend la douche et comment on se lave à la bétadine avant de venir à l'hôpital le matin. Alors, ensuite viennent plusieurs choses. La prise de sang. Est-ce qu'il y a toujours une prise de sang avant de faire une anesthésie ou une chirurgie? Eh bien non. C'est ce que traîne, mais rassurez-vous, quand je pose ce genre de questions-là à un amphithéâtre d'étudiants en médecine, eh bien, ils ont dans la tête bilan préopératoire systématique. Voilà. Donc, bilan préopératoire systématique, c'est quelque chose qu'on essaye au maximum de faire sortir de la tête de tout le monde. Il n'y a pas d'examen systématique. Et ça a été toutes ces questions-là, elle a été rationalisée par des recommandations qui ont été un travail qui a été fait au niveau national par des médecins anesthésistes et par des médecins d'autres spécialités, des cardiologues, des pneumologues, des chirurgiens, de toutes les spécialités, des orthopédistes, des urologues, etc., etc., et qui ont donc été publiés en 2012 et qui sont à disposition de tous les médecins et qui sont arrivés à la conclusion qu'il n'y a pas d'examen systématique, surtout pas. Que les examens qu'on va demander peuvent en fait s'expliquer par un tableau simple comme ça, à 2 entrées. Ça dépend du patient et ça dépend de l'intervention. Le patient, en fonction de certains critères, on peut le considérer à risque faible ou à risque élevé. Ça dépend bien évidemment de vos pathologies et de vos antécédents. Si vous n'avez aucun antécédent, vous ne prenez pas de traitement, eh bien vous serez considéré à risque faible. Si au contraire, vous avez toute une liste de pathologies et de médicaments, vous serez peut-être dans la case à risque élevé. Les interventions, c'est pareil. Il y a celles qu'on considère à risque faible
Risque faible, c'est-à-dire que c'est dans des interventions où il n'y a pas de risque de saignement, par exemple. C'est des interventions qui sont plutôt de courte durée. C'est des interventions où on sait qu'il y a très peu de complications après. À l'inverse, c'est des interventions à risque intermédiaire ou élevé. C'est des interventions qui sont plus lourdes et qui, classiquement, pour le moment en tout cas, en France, on ne les fait pas en ambulatoire. Mais ça va venir. Et donc, soit on ne prescrit pas du tout d'examen, c'est-à-dire si vous êtes à risque faible et que vous avez une intervention à risque faible en chirurgie ambulatoire, on n'a absolument pas besoin d'examen. Pourquoi? Parce que le résultat de cet examen ne changera pas le type d'anesthésie qu'on va vous faire, ne changera pas la chirurgie qu'on va vous faire, ne changera pas vos suites post-opératoires, ne changera pas votre risque de complications ou pas de complications. Donc ça n'aura aucun intérêt, donc on ne vous fera pas de prise de sang. Donc c'est en fait une amélioration de la... Il ne faut pas voir ça comme une diminution de la qualité, c'est une amélioration de la qualité. On ne vous demande pas d'examens qui ne servent à rien. On ne vous fait pas des prises de sang pour dire c'est systématique, alors qu'en fait ça ne sert à rien. On les fait plus de façon ciblée. Et c'est sûr que si vous avez une intervention plus lourde, eh bien on vous demandera des examens, ne serait-ce que le groupe sanguin, si c'est une chirurgie où il y a un risque de saignement par exemple. Et ces recommandations qui ont été publiées en 2012, elles ont été reprises par la grande presse, donc vous l'avez peut-être vu. Là, c'est un article qui était paru dans Le Monde, mais il y avait d'autres journaux qui l'avaient repris aussi, et qui traduisait ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire qu'on fait de moins en moins ce qu'on appelait des bilans préopératoires systématiques. Ce mot-là, il faut le bannir, et on fait des examens qui sont ciblés, qui vont... Si on demande un examen, une prise de sang, c'est qu'il va nous permettre de, par exemple, stratifier un risque. C'est-à-dire, je demande cet examen pour voir si ce patient il est plus ou moins à risque. Ou si je peux peut-être améliorer, lui apporter quelque chose pour améliorer les suites post-opératoires, par exemple. C'est dans cette optique-là qu'on demande un examen. L'autre chose qui a un petit peu changé dans la phase opératoire, c'est les règles sur le jeûne. Alors, vous avez déjà répondu à la question tout à l'heure. Est-ce que c'est vrai qu'il ne faut ni manger ni boire à partir de minuit? Parce que c'est quand même classiquement ce qu'on a dit, ce qu'on a toujours dit depuis très longtemps, et c'est ce que tout le monde a dans la tête. Est-ce que c'est vrai? Non, ça n'est pas vrai, et c'est même délétère. On sait aujourd'hui que c'est délétère. Alors, je vais vous faire un tout petit peu l'historique de pourquoi on a tous dans la tête que 12 heures avant, au moins, il ne faut pas manger, voire plus. Si c'est plus, c'est encore mieux. L'histoire, c'est ça. C'est juste après la guerre, un monsieur anglais qui s'appelait Mendelssohn, qui a publié un article qui s'est rendu compte que quand il faisait une anesthésie générale, là c'était pour de l'obstétrique, donc pour une césarienne, eh bien, il avait eu des cas du contenu gastrique, donc un contenu qui est très acide, qui est remonté dans les bronches et qui brûle les bronches. Ça s'appelle une pneumopathie chimique et les bronches sont brûlées. Et à cette époque-là, de ça, on en décédait. Ça, c'était en 1946. De cette réflexion-là est venu de se dire, ça s'appelle maintenant le syndrome de Mendelssohn, le fait d'inhaler le contenu de l'estomac. Il s'est dit, il faudrait au minimum que l'estomac il soit vide. Donc, on va appliquer des règles strictes de jeûne, de liquide et de solide. De là est venue cette règle de dire que pour avoir une anesthésie générale, il va falloir être à jeun pendant longtemps. Mais cette durée n'a jamais été déterminée. C'est longtemps. Longtemps, c'est bien. Mais on ne sait pas combien de temps c'est longtemps. Sauf que ça, c'était en 1946. Et qu'en 1946, ce qu'on appelle les voies aériennes, c'est-à-dire votre trachée et vos bronches, elles n'étaient pas protégées quand on faisait une anesthésie générale. Aujourd'hui, quand on fait une anesthésie générale, vous voyez la photo là, ça ressemble à ça. C'est-à-dire qu'on protège les voies aériennes en faisant ce qu'on appelle intuber les patients. Donc pendant que vous dormez et qu'on vous a donné des médicaments contre la douleur, donc vous ne le sentez pas, on vous met ce qu'on appelle une sonde d'intubation dans la trachée. Cette sonde, elle est hermétique. Ça permet, on vous relie à un respirateur, de vous faire ventiler, respirer, parce que sous anesthésie, vous ne respirez plus. Donc vous êtes relié à une machine qui respire pour vous. Mais en même temps, ça protège vos poumons du contenu de l'estomac. Aujourd'hui, l'anesthésie générale, c'est ça. Et puis, les médicaments sont extrêmement différents. On n'utilise plus du tout les mêmes médicaments qu'en 1946. Et donc, les risques, la situation dans laquelle on est aujourd'hui est complètement différente de celle de 1946.
Et donc aujourd'hui, est-ce que le jeûne préopératoire est encore nécessaire? Oui. Sauf qu'aujourd'hui, le risque d'inhalation dont je vous ai parlé, il est extrêmement faible. Et il est observé que chez les patients qu'on considère un estomac plein. Alors c'est une expression d'anesthésiste, estomac plein. C'est quoi un estomac plein? C'est quelqu'un qui ne peut pas vidanger son estomac. Et par exemple, c'est quelqu'un qui a une occlusion digestive. D'accord, ça ne se vidange plus vers le bas. Mais ça, c'est une urgence. Et on est dans un autre contexte. Et à ce moment-là, on a des procédures particulières. Mais quelqu'un qui n'est pas dans ce contexte-là n'a pas d'estomac plein s'il est à jeun depuis 6 heures pour les solides. Et ce dont on s'est rendu compte, et ce dont on ne pouvait pas se rendre compte en 1946, parce qu'en 1946, il fallait déjà s'estimer heureux de sortir vivant d'une anesthésie. Donc on n'en était pas au détail. Aujourd'hui, on est arrivé à un niveau de qualité, on vous a montré les chiffres avant, qui font qu'on peut aller un peu plus loin, et on s'est rendu compte que le jeûne, ça a des conséquences négatives. Alors évidemment, ça a des conséquences négatives sur le confort. Bien évidemment qu'être à jeun pendant 12 heures, c'est extrêmement inconfortable. Mais ça a aussi des complications strictement médicales, c'est-à-dire que ça augmente le risque de complications infectieuses, parce qu'au bout d'un moment, quand on a un jeûne pendant trop longtemps, on perd un certain nombre de capacités de défense, et donc on a un risque de complications infectieuses après l'anesthésie, après la chirurgie plutôt, qui est augmenté. Et puis il y a également un risque de déshydratation. Si on ne boit pas et qu'on ne mange pas pendant trop longtemps, chez des personnes qui sont fragiles, notamment les personnes âgées sont plus sensibles à la déshydratation, par exemple, ou les enfants, les petits, eh bien, il y a un risque de déshydratation qui peut avoir des conséquences importantes. Donc le jeûne prolongé, c'est délétère. Parce que c'est vrai qu'il n'y a pas si longtemps que ça, on disait, à jeun 24 heures, c'est pas grave, au moins on sera sûr qu'il soit à jeun. Non, c'est délétère d'être à jeun pendant trop longtemps. Donc les règles sont celles-ci. Alors je suis désolée, c'est du texte un peu long, mais je n'ai pas voulu le couper, donc on va le lire ensemble. Ça, c'est les recommandations telles qu'elles sont écrites pour les médecins, donc c'est ce que nous, on lit. Hein. Les adultes et les enfants sont encouragés à boire des liquides clairs. Donc un liquide clair, c'est de l'eau, du jus de fruits qui ne contient pas de pulpe, ou du thé et du café sans lait, jusqu'à 2 heures avant une chirurgie programmée. Ce qui veut dire que quand vous venez en chirurgie ambulatoire, quand vous partez de chez vous, vous pouvez tout à fait boire un café, vous buvez votre café, vous sentirez déjà mieux, et après vous partez pour l'hôpital. Vous avez largement 2 heures entre le moment où vous avez fait le café et le moment où on va vous endormir. Les solides, c'est 6 heures, et c'est pas 12 heures, et c'est pas plus que ça, avant une chirurgie programmée, pour les adultes, pour les enfants, y compris pour les gens qui sont diabétiques, qui sont obèses, ou pour les femmes enceintes qui ne sont pas en travail. Et enfin, il y a des petites choses qui traînent, qui étaient que, est-ce que mâcher du chewing-gum, ça remplit l'estomac? Est-ce que manger un bonbon, ça remplit l'estomac? Est-ce que fumer une cigarette, ça remplit l'estomac? Non, ça ne remplit pas l'estomac. Fumer, c'est pas bien. Je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut fumer. Fumer, c'est pas bien. Fumer avant une anesthésie, surtout avant une chirurgie, c'est pas bien, parce que ça augmente le risque de complications infectieuses. Mais ça ne remplit pas l'estomac. Donc, mâcher un chewing-gum, sucer un bonbon ou fumer une cigarette, ça ne rompt pas les règles du jeûne, et on vous considère toujours à jeun, même si vous avez mâché un chewing-gum ou fumé une cigarette, alors que c'était pas bien. Si vous venez sur le CHU vous faire opérer, vous verrez ces affiches-là qu'on a faites à destination de tous les soignants. Et maintenant, on est à la phase où elles vont être à destination des patients. Donc vous les verrez. Ce sont des posters qui reprennent les règles simples que je vous ai dit, c'est-à-dire les liquides clairs jusqu'à 2 heures avant l'intervention, manger jusqu'à 6 heures, et puis mâcher un chewing-gum ou fumer une cigarette. C'est jamais bien, mais ça ne va pas retarder ou annuler votre intervention. Non, fumer, c'est pas recommandé, madame. Fumer, c'est pas recommandé. Ce que j'essaye de vous dire, c'est que la fumée inhalée ne remplit pas l'estomac, c'est tout. Mais c'est absolument pas recommandé de fumer. Comme je viens de vous dire, fumer avant une chirurgie, ça augmente de façon importante le risque de complications, notamment le risque de complications infectieuses et le risque que la cicatrice lâche. Donc fumer avant une intervention, c'est une mauvaise idée. La phase opératoire. Donc vous arrivez bien à jeun pour les solides depuis 6 heures avant, et puis vous avez bu votre café chez vous et vous venez à l'hôpital. Vous arrivez à l'unité d'ambulatoire, vous serez préparé pour le bloc opératoire avec les infirmières, et puis vous serez amené au bloc opératoire. Alors, dans certains cas, vous arrivez en lit, dans un lit. Dans certains cas, dans certaines structures, et ici on va sûrement y arriver, j'espère, vous arriverez à pied. Si on vous opère de la main, par exemple,
Pas de raison que vous soyez dans un lit. Hein. Vous pourrez arriver à pied au bloc opératoire. On va vous faire votre anesthésie, que ce soit l'anesthésie loco-régionale ou l'anesthésie générale. Vous opérez, bien évidemment, vous êtes là pour ça. Et puis ensuite, vous irez en salle de réveil, comme vous a dit M. Kopfet. Et dès que vous avez tous les critères de sortie de salle de réveil, en anesthésie, c'est comme l'aviation civile, on a fait la comparaison précédemment, on aime bien les scores et on aime bien les monitorages et les éléments de surveillance. Donc c'est pareil. Donc il y a des scores de sortie de salle de réveil avec tout un tas d'items. Et quand le patient a tous les critères sur ce score, on considère qu'il est apte à sortir de la salle de réveil. C'est quoi ces items? C'est vous n'avez pas mal, vous n'avez pas de nausées, vomissements, vous avez récupéré votre réflexe des voies aériennes, c'est-à-dire que vous êtes complètement réveillé, vous déglutissez, vous nous parlez, vous avez des fonctions supérieures qui sont normales, etc., etc. Vous allez à ce moment-là retourner à l'unité ambulatoire où on va vous donner à manger. Parce qu'on va revenir sur le jeûne. Il y a aussi cette notion qui traîne un peu qu'après la chirurgie d'anesthésie, il ne faut pas manger. Pendant, c'est pareil, une durée qui est d'une notion assez vague, suivant comment on interroge les gens. Alors pourquoi est-ce qu'il ne faudrait pas manger après une anesthésie? Parce que ça pourrait peut-être faire vomir. Ça peut être une réponse. Ou alors parce qu'il y a le risque d'inhalation du contenu gastrique, comme je vous ai dit pendant l'anesthésie. Ben, les deux choses sont fausses. Parce que les vomissements, le risque de nausées vomissements, maintenant, ce qui n'était pas le cas encore il y a quelques années, il est prévenu de façon systématique par des médicaments qu'on vous donne pendant l'anesthésie. Et si vous devez avoir des nausées-vomissements, parce qu'on n'est pas au risque zéro des nausées-vomissements, le risque de nausées-vomissements, il n'est pas augmenté par le fait que vous mangiez ou pas. Que vous n'ayez pas envie de manger, c'est une chose. Mais manger, ça ne vous fera pas plus ou moins vomir. D'accord ? Et le risque d'inhalation du contenu gastrique, alors ça c'est non et non et non, il n'existe pas. À partir du moment où vous êtes sorti de la salle de réveil, que vous avez tous les critères de sortie, qu'on vous a extubé, c'est-à-dire retiré la sonde qu'on vous avait mis pour protéger vos voies aériennes, que vous déglutissez, vous avez récupéré tous vos réflexes, et si vous vomissez, c'est comme si vous vomissiez. Maintenant, vous n'allez pas vous vomir dans les bronches, vous vomirez sur les chaussures. Et bien c'est pareil. Donc, il n'y a pas de risque d'inhalation de contenu gastrique. Donc, il n'y a pas de raison de rester à jeun après une anesthésie quand vous êtes sorti de la salle de réveil. Sauf si, bien évidemment, on vient de vous retirer l'estomac, vous pouvez manger. Et donc, quand vous retournerez en ambulatoire, on vous proposera à manger et à boire. Bien évidemment, il se peut que vous soyez encore pas très bien, que vous n'ayez pas envie de manger, c'est autre chose. Mais vous pouvez manger si on vous le propose et que vous en avez envie, il ne faut surtout pas se retenir. Donc, ça, c'est les recommandations telles qu'elles nous sont proposées. C'est que les adultes et les enfants sont autorisés à boire dès qu'ils le souhaitent en post-opératoire. Mais que par contre, c'était auparavant un prérequis d'avoir bu et mangé avant de sortir de l'ambulatoire. Ça ne l'est plus dans les règles actuelles. Vous mangez et vous buvez si vous en avez envie. La phase de sortie, donc ensuite, vous avez mangé, vous êtes bien, vous avez retiré votre perfusion, vous vous êtes rhabillé. Vous allez donc sortir de l'hôpital après avoir eu un AV médical. Donc ça dépend des structures, c'est soit le chirurgien, soit l'anesthésiste qui vient vous voir, soit les deux, ça dépend des fois, qui donne son accord pour votre sortie. On vous donnera un bulletin de sortie dans lequel on va vous préciser les conduites à tenir, notamment les coordonnées de l'établissement de santé le plus proche de chez vous si vous avez besoin d'appeler dans la soirée ou dans la nuit, un numéro d'urgence, et puis les médicaments antalgiques que vous devez déjà avoir. On vous redira qu'il faut les prendre systématiquement surtout. J'insiste sur ça, les médicaments contre la douleur, ils fonctionnent si vous les prenez systématiquement. Si vous attendez d'avoir mal pour commencer à en prendre, c'est trop tard, vous allez courir derrière votre douleur. Donc si on vous a prescrit des médicaments systématiques, il faut les prendre systématiquement. Et puis surtout, la plupart du temps, on vous aura donné un médicament de secours. C'est-à-dire vous prenez ce qu'il y a en systématique. Si ça ne suffit pas, vous avez à ce moment-là un secours sur l'ordonnance que vous prendrez en plus. Et puis ensuite, il y a le suivi. Donc le lendemain, vous serez systématiquement appelé ou maintenant peut-être contacté par SMS, parce que c'est nouveau, maintenant on fait comme ça. Donc soit on vous appelle, soit on vous envoie un texto le lendemain de l'intervention. Et on va vous poser 4-5 questions assez simples, c'est-à-dire, est-ce que vous avez eu mal? Est-ce que là maintenant quand on parle, vous avez mal? Est-ce que vous avez de la fièvre? Est-ce que vous avez eu des nausées, vomissements? Est-ce que cette nuit vous êtes allé aux urgences? Voilà, des questions simples comme ça, pour savoir si tout s'était bien passé.
Et puis, le plus souvent, il y aura une coordination avec votre médecin généraliste, c'est-à-dire que le chirurgien enverra le compte-rendu de votre anesthésie, de votre séjour en ambulatoire à votre médecin généraliste. Voilà, alors la chirurgie ambulatoire, vous allez me dire, c'est quoi les bénéfices? Les bénéfices, je vous ai fait une liste qui n'est absolument pas exhaustive, mais évidemment, c'est le confort de quand même pas passer une nuit à l'hôpital. On est mieux à la maison que dans les draps jaunes de l'hôpital. Ça vous permet de retourner une activité normale plus rapidement. Et puis surtout, le patient, dans ce paradigme-là, il devient actif, c'est-à-dire qu'il faut que vous soyez un peu partie prenante de vos soins. Hein. Le matin, vous allez faire la douche tout seul à la maison, il faut que vous ayez acheté vos médicaments avant. Vous êtes plus actif, le patient il est plus actif dans son parcours que quand il était hospitalisé pendant 5 jours dans un lit. Mais ça permet de retourner à une activité normale beaucoup plus rapidement. Et ça diminue le risque d'infection, bien évidemment, vous restez moins longtemps à l'hôpital. Dans toutes les enquêtes de satisfaction, c'est vrai que le taux de satisfaction est assez élevé. Si on demande aux patients s'ils reviendraient en ambulatoire, les gens répondent dans la vaste majorité oui. Est-ce que c'est adapté pour tout le monde, l'ambulatoire? Oui, c'est adapté pour tout le monde. Et c'est même très bénéfique aux deux extrêmes de la vie. C'est-à-dire les patients très âgés, on pourrait dire que ce n'est pas adapté pour eux parce qu'ils ont des polypathologies. En fait, si. Parce qu'on sait très bien qu'un patient très âgé, moins on le sort de son milieu habituel, mieux c'est. Donc pour les personnes très âgées, l'ambulatoire, c'est très adapté. Et pour les enfants aussi, parce que les enfants, c'est pareil. Les enfants, moins ils sont à l'hôpital, mieux c'est pour eux. Un enfant, ça n'a normalement rien à faire à l'hôpital. Et enfin, ça diminue les coûts. Et alors, bon, on ne va pas parler d'argent tout le temps, mais quand même, ça diminue les coûts. Et vous connaissez l'état de notre système de soins. Si on veut le pérenniser, le système de soins à la française, il y a un moment, il faut quand même un petit peu parler d'argent. Et si on peut faire aussi bien, voire mieux, en dépensant moins d'argent, autant le faire.